Alors aujourd'hui nous abordons le chapitre dédié aux sommes, donc de nombres réels et de nombres complexes. Alors c'est bateau, c'est-à-dire que si jamais vous avez des nombres x1, x2, x3 et que vous voulez en faire la somme, voilà, donc qui sont type ça peut être 10, ça peut être 58, ça peut être absolument tout ce que vous voulez. Et vous en avez n, alors n il appartient bien sûr à grand N, étoile. Donc voilà, quand vous faites la somme de tous ces réels-là, et bien en fait c'est super chiant. Parce que là, vous avez quelque chose de super long et qui peut s'étendre. Imaginez que vous avez 1000 nombres. Genre, c'est comme si vous aviez 1000 billets sur la table, tu vois. Vous avez envie de tout regrouper avec une espèce de machine qui compte les billets. Et cette machine, on le note comme ça. Toute cette somme-là, c'est égal à ça. Alors, je vais expliquer. Le symbole qui est ici, c'est la lettre sigma. Enfin, c'est la lettre S grec qui s'appelle sigma, qui fait en fait penser à somme, le S de somme. Et alors, comment est-ce que ça se lit ça? Ça se lit la somme des xk pour k allant de 1 à n. Alors k ici, le k qui est là, c'est un compteur. Donc c'est un compteur, c'est ce qu'on appelle l'indice. Le 1 et le n, c'est ce qu'on appelle les bornes. C'est-à-dire que k, il va partir de 1 et c'est comme s'il comptait les billets, vous voyez. Il fait genre, premier billet, ok, deuxième billet, ok. Et il va comme ça de 1 en 1. D'abord il prend x1, ensuite il prend x2, ensuite il prend x3. Et le sigma qui est ici, ça fait la somme de tout ça. Donc le 1n, ce sont les bornes. Alors ce qui est très important dans cette somme-là, c'est les bornes. C'est-à-dire que vous commencez à 1, vous allez jusqu'à n. Mais l'indice, lui, on aurait très bien pu lui donner un autre nom. Du moment qu'il y a une liaison entre l'indice qui est marqué ici et celui qui indice vos éléments qui sont dans la somme. Par exemple, on aurait très bien pu avoir la somme pour i allant de 1 à n des xi. Ça, c'est exactement la même chose que ça. J'aurais pu mettre un j à la place. Ça n'a pas d'importance. On dit que k, j, i, etc. machin, ce sont des indices muets. En gros, vous pouvez les remplacer absolument par n'importe quoi. En revanche, bien sûr, vous pouvez pas faire genre ça. Non, parce que là, il n'y a pas de liaison entre le j et le k. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'il faut, c'est que ce soit le même, puisque c'est le compteur. Et il faut savoir ce qui compte, quoi. Si vous prenez, par exemple, la somme de x0 plus x1 plus x2 plus x3, je vais pas aller plus loin. Ici, les bornes, c'est quoi? C'est 0, ça va de 0 jusqu'à 3. Donc vous dites que ça, c'est la somme des xk pour k allant de 0 jusqu'à 3. Voilà. L'indice va compter de 1 en 1, de une unité d'indice en une unité d'indice. Et il dit, bah ok, c'est x0 plus, bam, unité, plus x1 plus x2, et il va jusqu'à plus x3. Alors, sur les temps passants, on peut aussi tout à fait ne pas commencer à 0. Là, vous voyez, j'ai commencé à 1, avant j'ai commencé à 0. On peut commencer à n'importe quoi. Si jamais vous prenez un entier p qui appartient à n, ok, et qui est inférieur ou égal à lui, là. Et ben, imaginons que vous preniez la somme des xp plus xp plus 1. Alors pourquoi est-ce que j'ai p plus 1? Parce que je suis passé d'une unité d'indice à une unité d'indice en plus, plus xp plus 2, plus tac, et je vais jusqu'à plus xn. Là, qu'est-ce que c'est les bornes? Il faut raisonner toujours, quand on parle de bornes, si jamais en colle, on vous demande c'est quoi les bornes de la somme, il faut vous demander les deux questions, c'est où est-ce que je commence et où est-ce que j'arrive? Où est-ce que je commence? Je commence à xp, là c'est la borne ça va être p, la borne de commencement, et la borne de fin ça va être n. Donc je commence à xp, je vais jusqu'à xn. Donc ça, c'est égal à la somme, là vous mettez l'indice selon que vous voulez, le plus souvent on l'appelle k, ça va de p jusqu'à n, et donc c'est des xi. Donc ça se lit vraiment, si vous devez le retranscrire en français, ça se lirait la somme des xk pour k allant de p à n. C'est exactement ce qu'on a ici. Alors là, on fait la somme des xk, donc c'est-à-dire que le k ici, il est en indice, vous voyez, c'est parce qu'en fait, on a numéroté les nombres, mais ça ne va pas que être en indice. C'est-à-dire que, on va prendre un exemple tout de suite. Si je prends la somme des k pour k allant de 1 à n. Alors là, c'est tout autre chose parce que vous êtes d'accord que, en gros, là, on avait utilisé les k en indice des nombres. C'est-à-dire que là, c'était 1, c'était l'indice de x1, 2, c'était l'indice de x2, 3, c'était l'indice de x3, etc. Et n, c'était l'indice de xn. Ici, on n'a pas un indice du tout. Ici, k, c'est notre terme. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Vous commencez, c'est parti. Alors k, quand il vaut 1, ça fait quoi? 1 plus 2 plus 3, plus tac, et je vais jusqu'à plus n. C'est-à-dire que comme ça, c'est votre compteur, vous comptez de 1 en 1, et vous écrivez à chaque fois ce que ça vaut
pour la valeur de k spécifique qui est ici, vous voyez. Donc là, en gros, pour le premier terme, si vous voulez, qu'est-ce qui vaut le premier terme quand k vaut 1? Et bien, quand k vaut 1, là, j'ai 1. Qu'est-ce que le deuxième terme vaut quand k vaut 2? Ben, ça vaut 2, puisque ici, j'ai k, etc., etc. Pour vous donner un autre exemple, si je prends q, un réel, et je vais prendre la somme des q puissance k pour k allant de 1 jusqu'à n. Et bien ça, c'est égal à, alors le premier terme, qu'est-ce qu'il vaut? Quand k vaut 1, mon premier terme, il vaut q puissance 1, c'est-à-dire q, plus, parce que c'est une somme, sigma, ça nous fait faire la somme. Qu'est-ce que le deuxième terme vaut quand k vaut une unité de plus, c'est-à-dire 2, bah, q au carré, plus q au cube, etc., etc. Et je vais aller comme ça jusqu'à n, jusqu'à q puissance n. On pourrait donner comme ça d'autres exemples. Si jamais on prend par exemple la somme des 1 sur k plus 1. Vous voyez, on peut vraiment mettre le k absolument partout. On peut le mettre en indice, on peut le mettre en puissance, on s'en fiche. Enfin, c'est-à-dire que, en gros, ça c'est notre compteur, vous voyez, c'est notre indice, et ça compte d'une unité en unité, et à partir de ça, on va en déduire les termes de notre somme successivement. Alors, ça, quand k vaut 1, quand k vaut 1, ça va valoir 1 sur 1 plus 1, c'est-à-dire 2, plus 1 sur, et alors là, attention, quand k vaut 2, ça fait 1 sur 3, puisque ça fait 2 plus 1, 1 sur 3, plus, etc., etc. Je ne vais pas tout écrire. Et le dernier terme, qu'est-ce que ça vaut quand k vaut n? Et bien, ça vaut le dernier terme, 1 sur n plus 1. Ensuite, il y a une chose très importante à bien considérer, c'est que parfois en colle, vos profs vont vous demander combien de termes dans votre somme. Vous voyez, dans cet exemple-là, combien est-ce que j'ai de termes? Ben, j'en ai n, parce que si je les compte, j'en ai 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à n. Il n'y a qu'à regarder les indices. J'en ai bien n. Si j'avais... Attention, faites très attention, parce que là, j'en ai n parce que j'ai commencé à 1, mais attention, si jamais, donc là du coup il faudrait commencer à 0, là aussi, si jamais je commence à 0, ah j'en ai plus n, j'en ai n plus 1, bah ouais, parce que là j'en ai n, puisque 1, 2, 3, 4 jusqu'à n, mais il y a aussi x0. Donc là, attention, quand vous commencez à 0 et que vous finissez à n, vous avez n plus 1 terme, très très important dans votre suite. Vous avez n plus 1 terme. Mais ça, c'est bon, ça c'est un truc à un peu apprendre par cœur. Bon, là aussi, ça va être un truc à apprendre par cœur, le nombre de termes qu'on a ici en commençant à un entier P. Imaginons que là j'ai 58 et que là j'aille à, je sais pas, 1054 et vous voulez savoir quel est le nombre de termes que vous avez ici. Plus généralement, on demande combien il y a de termes quand vous commencez à XP et que vous allez jusqu'à N. Là, combien il y a de termes? Il y en a N moins P plus 1. Certains voudront se dire qu'il y a n moins p termes. Alors, déjà, pourquoi est-ce qu'on se dirait qu'il y a n moins p termes? Par exemple, vous voyez, si je me mets ici, reprenons cet exemple-là. On reprend l'exemple où on commence à 1 et on va jusqu'à n. Ok? On reprend cet exemple-là. Et bien là, on pourrait se dire, bah ouais, c'est simple. Bon, alors, bien sûr, on pourrait se dire, je compte de 1 jusqu'à n, j'en ai n. Ok. Mais si j'essaye d'appliquer cette formule, je me dis, en fait, ce que je fais, c'est que je prends n, et on va même commencer carrément à 2, vous voyez, comme ça on va faire un truc pour bien perturber un peu l'esprit. On se dit, là j'ai combien de termes? Ouf, combien est-ce que j'ai de termes? Et bien on se dit, je prends la borne supérieure, qui est n, je vais lui enlever la borne inférieure, et comme ça je vais avoir ce qu'il y a entre les deux. Eh ben non, il va falloir rajouter une unité parce qu'on compte le premier terme. Par exemple ici, combien est-ce que j'ai de termes? J'en ai n-1. Vous voyez, ici, j'ai n-1 termes, vous êtes d'accord? Puisque juste avant, quand on commençait, quand on commençait à 1, on avait n termes, ce qui nous semblait tout à fait logique puisqu'on faisait simplement compter. Et bien là, j'en ai enlevé 1, c'est-à-dire le 1, et là, on a bien n-1 termes. Et en fait, n-1, c'est quoi? C'est n moins 2, donc le premier terme, plus 1, ça fait n-1. Si jamais j'ai enlevé le deuxième, regardez, et que je commence à x3, j'en ai n-2 des termes. Et n-2, c'est quoi? C'est n moins 3 plus 1. Et vous pouvez continuer comme ça, pour démontrer par récurrence que peu importe l'endroit où vous commencez ici, vous avez n moins p plus 1 terme. Très important
Ça, c'est vraiment quelque chose à savoir, mais j'allais dire par cœur, c'est ça. C'est ce truc-là. Et ce résultat, il va vous être utile justement dans un cas en particulier. Alors dans d'autres cas, hein, ça va vous servir assez fréquemment. Mais imaginons que vous preniez un réel, mais ça peut être un complexe, un réel A ou un complexe A. Alors j'espère que vous vous souvenez ce que c'est que les complexes, c'est plus grand que R, hein, parce que R c'est juste la ligne sur laquelle, en gros ça c'est R, hein, si vous voulez, voilà, là vous avez 0, vous avez toute la ligne des réels, et C, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait vous avez aussi R là, bon, et en gros vous choisissez un nombre ici qui a 2 coordonnées, bon bref, peu importe. Donc vous prenez un complexe, un peu quelconque, et vous faites, donc ça c'est une constante. Vous voyez, c'est quelque chose qui ne bouge pas. J'allais dire, c'est un réel. Non, c'est un complexe A. Non. Et si vous faites la somme de A pour K allant de 1 jusqu'à N, qu'est-ce que ça va vous faire, ça, exactement? D'assez tricky. C'est-à-dire qu'en gros, alors déjà, A, comme c'est une constante, vous êtes d'accord, on peut la sortir. Donc ça, c'est égal à A fois la somme pour K allant de 1 jusqu'à N, de 1. Là, vous allez sommer des unités, voyez, vous sommez des unités, 1, des 1, sur combien de fois? Eh bien, N fois. Donc en fait, ça, c'est égal à A fois 1, plus 1, plus 1, plus 1, tac, 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 plus 1, et ça, N fois. Pourquoi N fois? Parce que vous commencez à 1 et vous allez jusqu'à N. Ça, c'est la valeur de votre terme quand K vaut 1, parce qu'en fait, il n'y a pas de K à l'intérieur, donc ça vaut 1. Ça, c'est la valeur de mon terme quand K vaut 2. Ça, c'est la valeur de mon terme quand K vaut 3, etc. Et ça, c'est la valeur de mon terme quand K vaut N. Et donc, comme il n'y a pas de K à l'intérieur de ma somme, vous faites simplement la somme de tout ça. Vous voyez? Et donc, vous avez 1 plus 1 plus 1 N fois, donc vous pouvez factoriser. Ça fait N. Donc ça, cette somme-là, ça fait A fois N. Ça, c'est très important. Attention, certains étudiants écrivent que ça, là, c'est égal à 1. Non, 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 bah non. Parce qu'en fait, c'est une somme, il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas un K à l'intérieur de ma somme, ça reste quand même une somme. Et il faut bien écrire que vous avez la valeur du premier terme quand K vaut 1, mais qui reste inchangé, bien sûr. Bien sûr que le terme va rester inchangé. Mais néanmoins, il faut quand même appliquer cette somme-là. Elle n'est pas là pour rien. Okay, tout comme d'ailleurs, si jamais vous aviez eu la somme pour K allant de P jusqu'à N de A, et bien là, donc bien sûr, comme c'est une constante, vous savez, vous pouvez la sortir. Donc ça fait A fois la somme, donc je la réécris, la somme de P jusqu'à N des 1. Et donc ça fait A fois... Et là, exactement comme ici, ce que mon terme vaut quand K vaut P, bah, ça vaut 1, puisque je n'ai pas de K à l'intérieur. Bon, donc 1, plus 1, plus 1, etc. Mais ici, je l'ai combien de fois? Eh bien, c'est ici que cette propriété nous intéresse et va nous être très utile. Parce que là, ce qui va nous importer, c'est de savoir combien de 1 est-ce que j'ai là. Eh bien, en fait, c'est le nombre. Le nombre de 1 que j'ai ici, c'est le nombre de termes qu'il y a dans cette somme. Et le nombre de termes qu'il y a dans cette somme, on l'a vu, si on commence à P et qu'on va jusqu'à N, c'est le cas ici, on va de P jusqu'à N, eh bien c'est égal à N moins P plus 1. Donc ça, c'est égal à A fois N moins P plus 1. Voilà. Puisqu'ici, j'ai N moins P plus 1, 1.